Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À l'heure actuelle, les participants sont en mode écoute. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, appuyez sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la fonction de dialogue affichée à l'écran. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Jennifer Zellmer, présidente à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Allez-y. Jennifer Zellmer, merci et bienvenue à tous à ce webinaire d'aujourd'hui sur les services de santé axés sur la valeur, repérer les innovations prometteuses dans un contexte canadien. Nous commencerons le webinaire d'aujourd'hui en reconnaissant que nous nous réunissons sur un territoire occupé par des résidents autochtones depuis le tout début. Nous sommes ici sur le territoire traditionnel algonquin Anishinaabeg et nous reconnaissons leurs liens historiques avec ce territoire. Et apprécions la possibilité de nous réunir sur ce territoire. Nous apprécions aussi la contribution des peuples autochtones à notre collectivité et à celle de toutes les collectivités du Canada qui participent à l'appel d'aujourd'hui. Nous vous invitons à participer à ce webinaire en anglais ou en français et nous offrons le service d'interprétation simultanée en ce sens. Si vous désirez recevoir l'exposé en français, veuillez signaler dans la boîte de dialogue. Nous sommes très heureux de voir que vous vous présentez. Je vois des nouveaux noms et des gens que je connais. Je vous encourage donc à vous présenter afin que l'on sache qui est présent. Nous avons plus de 300 personnes inscrites et donc nous sommes ravis d'avoir des représentants de partout au Canada. Alors, je suis Jennifer Zellmer et je serai votre animatrice aujourd'hui ici à la FCISS. Nous sommes dans la première partie d'une série de webinaires sur les soins de santé axés sur la valeur. Avant de commencer, nous avons quelques questions administratives à évoquer. Je présenterai nos conférenciers sous peu, mais comme je le disais, présentez-vous dans l'intérim dans la boîte de dialogue. Pendant le reste de ce webinaire, vous pourrez vous servir de cette boîte de dialogue pour envoyer vos questions en anglais ou en français. Nous nous arrêterons pendant l'exposé pour réagir et nous avons aussi prévu une période de questions à la toute fin du webinaire. Nous avons un processus où tous enseignent et tous apprennent conformément à nos méthodes ici à la FCISS. Donc, envoyez des ressources dans la boîte de dialogue si vous estimez qu'elles pourraient nous bénéficier à tous. Vous pouvez aussi faire partie de nos conversations sur Twitter en vous servant du mot-clic VBHC Webinar. Pour ceux d'entre vous qui venez de vous joindre à nous aujourd'hui, bienvenue. Bienvenue à ce webinaire sur les services de santé axés sur la valeur. Je souhaite d'abord expliquer de quoi il sera question aujourd'hui et vous donner quelques exemples provenant du Canada. Je voudrais ensuite parler des moyens par lesquels on peut lancer une initiative de SSAV. Je suis donc très heureuse d'être accompagnée de Neil Fraser et Dov Klein, que j'ai le plaisir de vous présenter à l'instant. Neil est président de Medtronic Canada et vice-président régional pour le Canada de Medtronic. Il est également président de MEDIC, membre du conseil de Baker's Health Sciences et membre de la table de stratégie économique du gouvernement fédéral pour la santé et les biosciences. Et c'est en ce sens qu'il présentera sa communication aujourd'hui. Il partagera son expérience par rapport à la table du gouvernement sur la gouvernance et la stratégie, ainsi que sur le rapport publié sur les marchés publics. En 2014, il a été membre du Conseil consultatif fédéral sur l'innovation en matière de santé et le Conseil ontarien de l'innovation en santé. Il sera suivi de Dov Klein, qui est vice-président de l'innovation et des partenariats chez Plexus, une organisation de services de soins de santé partagés sans but lucratif. À ce titre, il aide de nombreuses parties prenantes à acquérir des produits et solutions pour aider les patients grâce à des soins de santé fondés sur la valeur, l'acquisition d'innovations et le développement de nouveaux modèles commerciaux et partenariats. Auparavant, Dov occupait le poste de directeur dans le secteur de la santé au Canada, chez PwC,
et était responsable du programme de gestion financière de l'Association des hôpitaux de l'Ontario. Il a un MBA de la Rotman School of Management, une maîtrise en éducation de l'OISE et aujourd'hui, il nous parlera de sa récente initiative d'achat en Ontario sur les dispositifs cardiaques. Bienvenue à Neil, à Dove et à tous ceux qui êtes présents aujourd'hui. Alors, commençons. Je vous dis quelques mots sur la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Nous sommes une organisation sans but lucratif financée par le gouvernement du Canada qui se concentre sur l'amélioration pour un plus grand nombre de gens grâce à des partenariats collaboratifs. Et nous parlons d'amélioration pérenne. Nous le faisons par 4 moyens surtout. Dans les endroits où on a des problèmes connus sans solution connue, on identifie des agents innovants et on établit des liens entre eux. Ensuite, deuxième domaine où beaucoup de nos activités se concentrent, la Fondation se concentre sur les améliorations éprouvées qu'elle met ensuite à l'échelle pour que davantage puissent en tirer parti. Le troisième domaine vise à encourager l'habilitation des organisations grâce à des bourses, à des réseaux de patients ressources et d'autres activités qui, nous l'espérons, permettent de relever l'amélioration à l'échelle pan-canadienne. Et enfin, quatrième domaine, nous nous concentrons sur l'habilitation des politiques visant à transformer le système, c'est-à-dire comment faire de la chose la plus facile à faire, la chose qui s'impose. Et voilà comment nous nous concentrons donc sur les services de santé axés sur la valeur. Que sont ces services de santé axés sur la valeur? Il existe beaucoup de définitions de la valeur, donc il y a divers moyens de définir cette valeur. Pour la conversation d'aujourd'hui, nous nous limiterons à Porter de Harvard et sa définition qui se concentre sur cette relation entre les résultats qui importent pour le patient et les ressources déployées au fil du cheminement du patient. Donc, il ne s'agit pas du nombre de services offerts, des produits et services qui n'ont pas forcément d'impact sur les résultats que cherche le patient, mais vraiment les résultats que cherche le patient. Donc, il s'agit de toujours garder à l'esprit les besoins et les préférences du patient dans le financement et l'approvisionnement. Il est très important de se rappeler, de garder à l'esprit qu'il s'agit de se servir de nos ressources, qu'il s'agisse de ressources financières ou autrement, du moyen le plus efficace possible. On ne parle pas d'un montant précis affecté à un service ou un produit, mais plutôt à la relation entre le résultat global et les dépenses utilisées. De la même manière, il est important de comprendre ce que les SSAV ne sont pas. Il ne s'agit pas de limiter les coûts, car cela n'améliore pas les résultats. Il ne s'agit pas non plus de prendre une petite tranche d'un traitement, il s'agit plutôt d'envisager tout l'épisode de traitement ou tout un groupe de population, avoir une perspective plus globale, si vous voulez. Ce n'est pas la même chose qu'un modèle de rémunération à l'acte qui valorise l'exécution de processus de soins particuliers, c'est-à-dire, avez-vous fait tel dépistage, par exemple? Non, cela peut être plus vaste même que le secteur de soins de santé. Il peut s'agir aussi, par exemple, du secteur des services sociaux ou alors d'intervention d'autres secteurs, de sorte que l'on améliore les résultats qui importent pour le patient. Au final, la valeur augmente quand le coût total pour atteindre des résultats identiques ou supérieurs baisse. Voici un résumé préparé par le Forum économique mondial il y a quelques années déjà. Et donc, il était question d'un système axé sur le patient qui se concentre plus précisément sur les résultats globaux, la trajectoire complète de soins. De nombreuses études ont eu lieu au cours des dernières années sur les soins de santé axés sur la valeur. Et donc, l'année dernière, nous avons tâché de comparer ces rapports. Voici un résumé de ces rapports, des caractéristiques les plus communes identifiées. Alors, les facteurs favorables
point de vue contexte politique et institution. On doit avoir les mécanismes qui nous permettent de faciliter la mise en place de services de santé axés sur la valeur. Par exemple, comprendre ce qui compte pour le patient, quels sont les résultats qui comptent le plus pour lui. Comment inscrire certains de ces gestes dans l'environnement de politique, comment garantir que notre capacité d'approvisionnement, notre financement soit bien aligné. Ensuite, l'évaluation des coûts et des résultats. Manifestement, c'est une évaluation qui présente une bonne adéquation avec la prémisse des services de santé axés sur la valeur, donc c'est-à-dire que l'on tient compte de tout l'épisode de soins, non pas certains de ces éléments seulement. Un autre facteur favorable au SSAV, les parcours de soins et leur intégration. Donc c'est beaucoup plus facile de réaliser une valeur dans un épisode de soins s'il existe des mécanismes pour appuyer les gens au fil de leur cheminement. Enfin, le rapport identifie des approches de paiement, ou les rapports identifient des approches de paiement fondées sur les résultats. Un mécanisme important qui peut nous aider à avancer. Une petite mise en garde à présent de Steve Morgan et ses collègues. Évidemment, aucun mécanisme de financement, aucun paiement de service n'est une panacée ou une solution miracle. Il faut tenir compte de l'ensemble des mécanismes financiers, le plan organisationnel et clinique, ainsi que le règlement réglementaire dans lequel on évolue. L'année dernière, nous avons organisé un sommet sur les SSAV et nous avons fait un suivi avec un petit groupe pour nous aider à mieux comprendre, mieux cerner ce que l'on savait du contexte canadien. Et donc, nous avons demandé aux participants ce que nous pourrions commencer à faire ou arrêter de faire. Nous leur avons donné beaucoup de points d'ailleurs s'ils nous expliquaient ce qu'on devrait arrêter de faire pour accélérer l'amélioration des soins et leur impact. Je ne vais pas tout lire, vous pourrez le faire à loisir, mais vous constaterez surtout qu'il est question de divers aspects de la réussite, de sorte qu'il y a un aspect proactif de leadership, mais aussi des questions techniques par rapport, entre autres, à la capacité d'achat de marché public qu'il faut pour accélérer les progrès. Tandis que nous amorcions notre cheminement, nous avons examiné certains exemples publiés à l'échelle internationale des SSAV. Nous voulions réunir ce que nous savions de l'expérience canadienne et comparer cela à ce qu'on apprenait des leçons internationales, de sorte que l'on puisse faire fond sur cette expérience au fur et à mesure de notre cheminement. Je vais partager un lien avec vous dans un petit instant. Nous avons fait une série d'évaluations d'initiatives de services de santé fondés sur la valeur, donc je présenterai des liens où vous pourrez trouver des renseignements additionnels. On m'a demandé à présent de rappeler à tout le monde que si vous venez de vous joindre à nous, veuillez vous présenter dans la boîte de dialogue, de sorte que tout le monde sache qui est présent. Et d'ailleurs, à tout moment, pendant le webinaire, nous vous invitons à saisir des questions, des observations, ou alors si vous avez des suggestions de ressources, d'outils qui pourraient être utiles pour le groupe, n'hésitez pas à les partager dans la boîte de dialogue. Bill Callery vient d'ajouter un lien sur les SSAV de la FCISS. Nous avons davantage d'ailleurs de travaux en cours, donc continuez de consulter nos plateformes pour obtenir davantage de résultats. Nous avons d'ailleurs d'abord commencé par le financement lié aux résultats. Donc, les ressources d'un prestataire ou d'un organisme qui sont reçues selon le degré d'atteinte des résultats prédéfinis. Il y a un certain nombre d'exemples de cela au Canada. Un de ceux que nous avons présentés sur notre plateforme concerne les soins à domicile, télédomicile, entre autres pour les maladies cardiaques congestives ou la MPOC, où les ressources dépendaient de progrès, point de vue résultats de santé, mais aussi l'évitement de visites aux urgences et les hospitalisations. Une série de travaux a été faite aussi dans le domaine de la santé publique, où il était question de l'impact social. Et d'ailleurs, davantage de recherches ont été faites depuis. Les obligations à impact social sont un nouvel outil.
on rémunère la réussite. D'ailleurs, dans le secteur de la santé, il existe une initiative de prévention de l'hypertension où une vaste gamme de partenaires participent et qui visent à se concentrer sur les personnes qui sont à risque d'un incident cardiaque et la capacité de réduire ce risque au fil du temps en gérant les facteurs de risque et en gérant la santé globalement. Un certain nombre d'initiatives que nous avons identifiées et que nous avons présentées dans nos plateformes concernent le partage des risques et des gains. C'est structuré par divers moyens et ici, d'ailleurs, pendant ce webinaire, vous aurez davantage de renseignements ainsi que dans les webinaires à venir sur le partage des risques et des gains. Alors, si c'est un domaine qui vous intéresse, restez à l'écoute. Alors, avec ce survol sur les SSAV, si vous cherchez davantage de renseignements, vous pouvez suivre ce lien qui est affiché à l'écran ou encore celui qui est saisi dans la boîte de dialogue. Nous voulions avoir suffisamment de temps pendant ce webinaire pour parler du contexte plus général, c'est-à-dire le contexte des politiques, mais également des exemples précis de l'utilisation des SSAV au Canada. Alors, pour commencer, je marque une petite pause pour voir si vous avez des questions déjà ou des observations. Ne voyant personne, je vais céder la parole à Neil Fraser, président de Medtronic Canada, qui nous parlera de l'environnement des politiques et du travail que lui et ses collègues ont fait dans le cadre de la table des stratégies économiques sur la santé et les sciences biologiques. Neil, la parole est à vous. Neil Fraser. Bonjour, bon après-midi à tous. Je suis ici à l'édifice Mars de Toronto et je vais mettre en exergue certaines des recommandations principales issues de la table des stratégies économiques sur la santé et les sciences biologiques qui ont trait plus particulièrement aux services de santé axés sur la valeur. Nous allons donc passer à la diapositive suivante. Essentiellement, les tables de stratégies économiques ont été créées et globalement identifiées par McKinsey, le groupe conseil, qui essentiellement estimait qu'au Canada, bien que nous ayons une bonne croissance économique à l'heure actuelle, nous anticipons une baisse du PIB au cours des 5 années à venir. Il s'agissait donc d'identifier les secteurs dans lesquels un potentiel de croissance existe. Et vous voyez les 6 domaines sur lesquels McKinsey s'est concentré. Or, moi, je vais limiter mes observations à la santé et aux sciences biologiques. Nous étions un groupe d'une quinzaine de personnes, présidé par Karima Estebar de Quark Ventures à Vancouver. Et donc l'objectif de notre groupe était de voir comment doubler les exportations et le nombre d'entreprises innovantes du secteur de la santé au Canada. Et dans ce contexte, nous avons identifié des objectifs précis et j'avais pour responsabilité les 2 premiers éléments affichés à la diapositive. Or, je vais me concentrer sur la première partie. Il s'agissait de l'approvisionnement fondé sur la valeur, son adoption et sa commercialisation. Un de nos collègues de cette table, Armin Bekurtsian, d'IntelliJoint à Waterloo, est entrepreneur et inventeur. Il a inventé un outil très intéressant qui peut servir aux chirurgies de remplacement de la hanche et du genou, qui permet d'orienter les appareils de manière très exacte afin de réduire les chirurgies correctives. Malheureusement, il a réussi partout sauf au Canada. Alors, il montrait bien qu'il ne peut pas faire acheter son produit au Canada pour toute une kyrielle de raisons structurelles et d'approvisionnement. Il était un rappel constant pour nous
de certains des écueils des processus canadiens. Nous avons fait des consultations avec des gens partout au Canada et d'ailleurs, Dov Klein, le prochain conférencier, était une des personnes que nous avons consultées car il s'agit d'un grand expert dans le domaine. Alors, histoire de se concentrer sur l'accélération de l'adoption des innovations, un des éléments que nous identifions était le besoin de se servir des approvisionnements fondés sur la valeur dans tous les systèmes de santé du Canada et de créer une expertise, entre autres par l'entremise éventuellement d'un organisme qui financerait des innovations où toutes les ressources pourraient être réunies afin de résoudre des difficultés difficiles du secteur de la santé. Alors pourquoi estime-t-on que l'approvisionnement ou les marchés publics sont un problème? Eh bien, parce que l'approvisionnement d'aujourd'hui au Canada, et d'ailleurs Dove en parlera sans doute, se concentre surtout sur l'achat de choses qui peuvent peut-être venir dans un carton, dans une boîte. Or, la technologie de la santé à proprement parler est plutôt d'améliorer le cheminement du patient et de se concentrer sur le quadruple objectif, expression trouvée par Donald Berwick, de l'IHI, c'est-à-dire de se concentrer sur l'expérience du patient, les coûts de la prestation des soins, la santé de la population et aussi sur l'expérience du prestataire de soins. Essentiellement, ce que nous recommandons, c'est que l'approvisionnement fondé sur la valeur soit diffusé, mis à l'échelle, tout comme le modèle préconisé par la FCASS, comme l'expliquait sa présidente Jennifer Zellmer. Nous allons donc nous concentrer maintenant sur la phase de mise en œuvre, c'est-à-dire l'identification d'innovations, de domaines qui identifient les problèmes les plus importants en santé au Canada et trouver des partenaires volontaires au niveau provincial qui participeraient à ces initiatives. Sur ce, je vais vous céder la parole au cas où vous auriez des questions. Jennifer Zellmer, merci Neil. Nous avons une première question ici. Pouvez-vous donner aux gens quelques renseignements sur les gens à qui vous deviez rendre compte dans le cadre de cette table? Neil Fraser. Eh bien, le ministère de l'Innovation des Sciences et du Développement, qui est piloté par Navdeep Bains à l'échelle fédérale, ainsi que John Nubley, qui est son sous-ministre. Et nous avions aussi David McGovern, sous-ministre adjoint, qui participait directement à nos travaux. Nous avons aussi fait appel à Simon Kennedy, qui est sous-ministre de la Santé, pour cette table en particulier. Jennifer Zellmer, bien. Un petit rappel. Pendant ce webinaire, vous pouvez saisir vos questions en anglais ou en français dans la boîte de dialogue. Et nous les adresserons à la personne la mise à même d'y répondre. Neil, nous reviendrons vers vous à la période de questions finales. Bien, alors vous aviez au départ les politiques fédérales et maintenant nous passons à un exemple précis de l'Ontario. C'est avec plaisir que je cède la parole à Dov Klein, vice-président innovation et partenariat stratégique chez Plexus. Dov, la parole est à vous. Dov Klein, merci beaucoup Jennifer et Neil. Merci de m'avoir présenté. Alors, j'ai pensé qu'aujourd'hui on voudrait peut-être avoir un peu plus de contexte sur l'initiative provinciale que nous avons entreprise avec l'aide du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario. Nous voulons aussi parler de la définition de la valeur du point de vue du patient, les objectifs et l'approche de la participation du patient et comment cela est relié aux objectifs d'approvisionnement. Et bien que ce projet soit toujours en cours, nous avons quand même une valeur que nous avons créée jusqu'à présent qu'on aimerait partager avec vous. Et évidemment, on répondra à vos questions si vous en avez. Alors, histoire de vous donner un peu de contexte par rapport à l'évolution de notre projet et notre groupe,
Lexus, au cours de la dernière décennie, s'est beaucoup intéressé à la catégorie des DCI et des dispositifs de TRC. On sait que le prix de ces dispositifs peut avoir beaucoup diminué, mais comme organisation, on reconnaissait que davantage pouvait être fait de notre point de vue, que l'on pouvait créer davantage de valeur à la fois pour les hôpitaux et les patients. Et nous savions qu'en plus du prix, il y avait aussi des écarts dans le système qui étaient éprouvés par les patients. On peut penser à un patient qui recevrait un DCI, mais qui aurait besoin de soins plus tard et qui pourtant devrait aller en ambulance à l'endroit où il avait d'abord reçu l'implant. Ceci n'était pas un modèle efficient du point de vue des coûts et non plus très bon du point de vue des résultats du patient. On peut penser à un patient en fin de vie, un patient qui reçoit des soins palliatifs. Du point de vue hospitalier, on sait que la demande de volume et la croissance des frais est une préoccupation constante. Donc, on reconnaissait qu'on pouvait faire davantage dans ce secteur. Et d'abord, on s'est adressé au ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario et Core Health. Et on a dit, il y a la possibilité de faire des choses. Il n'y a que quelques hôpitaux qui mettent en place des DCI. Donc, si on veut essayer quelque chose pour voir si ça marche, pourquoi ne pas commencer par cela, car il y a peu d'hôpitaux qui le font. Nous avons d'excellentes données parce qu'on a un registre ontarien qui tient compte de tous les patients qui ont reçu un appareil. On sait quels sont les coûts pour ces patients, pour le système, et on a constaté aussi une tendance en Ontario et probablement au Canada des approches davantage axées sur les solutions pour trouver une solution au problème éprouvé par les patients. On s'est dit que le moment était bienvenu, qu'il arrivait à point nommé d'agir. Alors, nous estimions qu'il y avait une possibilité de faire les choses différemment. Et avec le soutien du ministère de la Santé et des Soins de longue durée Core Health, c'est ce que nous avons entrepris. Alors, très tôt dans le processus, nous voulions être sûrs de tenir compte de l'expérience du patient et de l'établissement d'une valeur pour l'expérience du patient. Il fallait également comprendre quel était le coût total de l'atteinte des résultats pour ce patient. Jennifer Zelmer a fait référence à l'équation qui est affichée à l'écran un peu plus tôt. Or, un des défis que nous avons eus avec les DCI, c'est que lorsque vous regardez l'équation, c'est-à-dire les résultats qui comptent pour le patient pour l'ensemble du traitement, cela peut être très bien pour le patient épisodique, c'est-à-dire on sait quand le patient entre, quand il ressort. C'est quelque chose qui peut être facile à mesurer. Alors, un des défis que nous avions, c'est que nous voulions voir le modèle de financement de la province pour comprendre quels étaient les coûts de l'installation de l'appareil et du suivi par opposition à la durée globale de l'expérience du patient qui dure depuis l'implantation de l'appareil jusqu'à la fin de sa vie. Alors, nous savons que le prix des DCI est élevé. Or, l'argent que l'on utilise pour implanter des DCI peut être utilisé pour d'autres appareils et peut soutenir tout le portefeuille cardiaque dans l'ensemble de l'hôpital. Alors, c'était le défi. Nous savions que rien ne serait parfait. On ne prétend pas que cette stratégie est parfaite. Or, ce que nous voulions, c'était de tenir compte de toutes les limites auxquelles on faisait face pour essayer de trouver quelque chose qui était davantage utile pour le patient, qui répondait davantage à ses résultats. Et le ministère a été un excellent partenaire dans ce domaine pour garantir que les hôpitaux auraient la capacité de réinvestir les épargnes de ce processus pour réinvestir donc dans le programme cardiaque et non pas dans des revenus généraux, par exemple. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé le processus. On s'est concentré sur le processus et on s'est concentré sur l'établissement des coûts. S'agissant de la participation du patient, très tôt dans le processus, on a travaillé avec Core Health et avec une infirmière de Core Health qui s'occupait des patients, qui vivait avec eux, afin d'établir un cadre qui déterminerait comment on encouragerait la participation du patient.
Nous estimions que si on pouvait comprendre pourquoi ou comment les patients vivaient leurs soins, quels étaient les écarts, que l'on pourrait mieux tenir compte des besoins du patient dans l'approvisionnement, mais aussi pondérer leurs résultats et leurs besoins convenablement. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas mettre de côté les besoins des patients. Il fallait donner une pondération plus élevée à ce qui comptait pour le patient. Plus précisément, on voulait comprendre ce que c'était que de vivre avec un dispositif, quel était l'impact sur la famille, la vie personnelle du patient. On voulait cerner les lacunes dans le soutien des patients vivant avec un dispositif, définir les éléments de soins de soutien les plus importants. On voulait aussi veiller à ce que les fournisseurs puissent répondre aux besoins cernés par les patients. Neil Fraser a parlé un peu plus tôt du fait que l'industrie accorde davantage de poids aux solutions à présent. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que beaucoup d'entreprises médicales ont changé leur nom pour davantage refléter l'aspect solution dans leur titre. Alors, voilà certains des objectifs plus généraux du processus. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette diapositive, mais on ne voulait pas non plus commencer à zéro. Beaucoup de recherches ont été faites, qualitatives surtout, sur l'expérience du patient qui vit avec des implants. Et donc, nous avons voulu nous concentrer sur la littérature scientifique afin de comprendre si on pouvait bien concevoir nos questions et se concentrer sur l'expérience des patients ontariens plus précisément. Alors, on a travaillé avec Core Health et CanNet. On a essayé de recruter des patients pour des entretiens d'1 heure et on avait des critères d'inclusion très généraux. Et si on refaisait les choses, on changerait peut-être, mais globalement, on voulait être sûr d'avoir des patients de partout dans la province et on voulait surtout comprendre tous les types de patients auxquels on pouvait être confronté. C'est-à-dire l'implantation du DCI, le patient qui avait une intervention de remplacement, le patient qui avait l'expérience d'une défaillance d'un dispositif, le dispositif qui a fait l'objet d'une surveillance à distance, le patient qui doit parcourir de longues distances pour se rendre au centre d'implantation. Et on ne voulait pas se concentrer sur l'approvisionnement, comme c'est souvent le cas des études qui se concentrent sur le professionnel, mais plutôt se concentrer sur le patient pour essayer d'aider le patient à nous expliquer quels sont les compromis, quelles sont les choses auxquelles il doit faire face et ce qu'il préfère comprendre. Par exemple, les dispositifs qui durent plus longtemps. Est-ce que vous seriez prêt à avoir un nouveau dispositif, une nouvelle intervention pour avoir un nouveau dispositif qui pourrait durer, par exemple, plus longtemps? Et ainsi de suite. Alors, ce que l'on voulait, c'était surtout comprendre, du point de vue du patient, où nous en étions et quel était le point d'arrivée cherché. Voici un exemple d'un patient que nous avons consulté. Voici Patricia. Évidemment, on a changé son nom. Mais donc, une infirmière de 39 ans qui a eu cet infarctus, qui avait des enfants et qui vivait avec un dispositif depuis longtemps et qui avait encore de longues décennies devant elle. Et donc, on a voulu comprendre son expérience et l'impact de la vie avec ce genre de dispositif sur sa capacité de travailler, sur sa capacité de s'occuper de ses 3 enfants, l'impact du dispositif, de son confort. On voulait savoir, si elle voulait un dispositif plus petit, le fait que la surveillance à distance, dans son cas, était possible, mais n'était pas allumée. Enfin, nous voulions mieux comprendre quels étaient les défis auxquels elle avait fait face et comprendre quelle était son expérience vécue. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie provinciale, 5 éléments étaient importants pour tous les patients. Entre autres, considérations relatives aux caractéristiques du dispositif. Donc, les patients, invariablement, voulaient un dispositif qui durerait longtemps. Ils ne voulaient pas resubir l'intervention. Quelle était l'incidence de la taille du dispositif sur leur expérience physique, l'importance des améliorations technologiques? Les patients n'appréciaient pas le fait que, dans bien des cas, cela signifiait que l'implantation les empêcherait d'avoir des IRM, surtout pour les plus jeunes patients.
Sensibilisation et formation. Les patients doivent comprendre non seulement les caractéristiques de leur dispositif, mais aussi quelle sera l'incidence de ce dispositif sur leur vie familiale, mais aussi sur la fin de leur vie. Peut-être qu'ils ne voulaient pas recevoir de stimulation électrique vers la fin de leur vie, par exemple. Donc, il nous fallait une stratégie pour améliorer la compréhension des résultats cherchés par le patient de ce côté. L'expérience du patient, la douleur de l'intervention initiale, des interventions subséquentes, soutien et contact avec le clinicien. Il s'agissait également pour les patients d'entretenir une relation avec leur prestataire et l'équipe soignante. Et un autre domaine très important qu'on gardait à l'esprit, c'était que les patients étaient fort angoissés par les défaillances, surtout les chocs, les fuites. Ce sont des choses qui les inquiétaient beaucoup. Et lorsque la surveillance à distance n'était pas allumée, qu'ils n'avaient pas cette garantie, ils voulaient être sûrs qu'ils n'éprouveraient pas de difficultés. Il était important pour eux de savoir que quelqu'un surveillait leur dispositif à distance en cas de pépin. Alors, ce sont les choses qui ont été évoquées dans le cadre des conversations avec les patients. Nous tâchions de créer un cadre qui nous permettrait de mieux comprendre la valeur estimée par les patients, même s'il ne s'agissait pas forcément d'une méthode statistique extrêmement robuste. Alors, on a essayé de regarder quelle était la valeur pour l'ensemble du système, les patients, les prestataires de soins, le système de santé et les prestataires, et les fournisseurs plutôt de la technologie. Donc, il s'agissait pour nous de trouver des domaines de valeur qui les touchaient tous et qui s'imbriquaient tous dans l'expérience du patient. Bon, pour le patient, c'est assez clair, à réduire le plus possible le nombre de remplacements. Bon, globalement, un appareil de 4 000 $ peut durer 4 ans et on peut se dire, bon, on peut avoir un appareil de 8 000 $ qui dure 8 ans, mais ça n'est pas forcément qu'une question de calcul. Le calcul et le coût peut être le même, mais le remplacement lui-même, l'épargne de l'intervention supplémentaire pour le patient est ce qui est le plus important. Les questions d'amélioration de la qualité de vie, de facilité suivie et permettre aux patients aussi d'avoir accès à des soins de proximité. Du point de vue du prestataire, gérer les pressions financières, c'est très important pour l'Ontario, on le sait tous. Il s'agissait de réinvestir dans les nouvelles technologies et les soins aux patients. Avoir accès à ces technologies est très important, mais les prestataires voulaient aussi améliorer l'équité en matière de prestations de services. On a une grande province et donc on avait cette impression que le service dépendait du lieu géographique. Donc on voulait créer un service standardisé qui serait le même où qu'on se trouve, Toronto, Ottawa, London ou même Sudbury ou même Thunder Bay. Qu'il y ait un niveau standardisé de service auquel on pouvait s'attendre, point de vue expérience patient. Ensuite, les mécanismes de partenariat avec les fournisseurs également et maximiser la souplesse clinique et le choix, c'est-à-dire de donner au bon patient le bon dispositif au bon moment. Pour le système de santé, on s'imagine bien améliorer la transparence des données, veiller à un bon rapport qualité-prix, améliorer l'accès et accroître la capacité. Et du point de vue du fournisseur, on voulait veiller à ce que celui-ci puisse aussi obtenir une bonne valeur. Au niveau très élémentaire, arrêter d'avoir 5000 exigences dans un appel d'offres, mais plutôt quelles sont les choses qui importent le plus pour l'appareil du point de vue du patient, du point de vue du prestataire, et donner aux fournisseurs d'équipements médicaux la possibilité de répondre le plus sérieusement possible à ces considérations les plus importantes. Par ailleurs, on voulait aussi donner aux fournisseurs la possibilité de faire partie de l'épisode de soins. Donc, si on pouvait donner aux fournisseurs la capacité de comprendre un problème, peut-être qu'il pourrait contribuer à l'établissement de sa solution. Et enfin, l'accès libre au marché, c'est-à-dire que on ne voulait pas un engagement de 95% envers un fournisseur. On voulait que tous les fournisseurs régionaux aient la capacité
de répondre aux appels d'offres. On doit faire bien attention de ne pas créer des conséquences inattendues dans la chaîne d'approvisionnement et chez les fournisseurs. Donc, on veut que tous les fournisseurs aient la possibilité d'avoir accès au marché. Donc, s'agissant de la portée du projet, bon, je ne vais pas entrer dans le détail parce que vous aurez les diapositives. Or, on a regardé quand même dispositifs et électrodes. Nous sommes la première instance, que je sache, qui se soit engagée à la fois pour les dispositifs et les électrodes. Donc, un minimum de 50% pour un fournisseur. Pourquoi? Pour garantir qu'il y ait compatibilité avec les IRM pour ce patient. Il y a beaucoup d'instances qui ont un marché public tout à fait ouvert. Or, dans notre cas, on voulait être sûr de mettre en place des dispositifs qui soient compatibles avec les IRM. C'était important pour le patient et c'est la raison pour laquelle, à l'échelle provinciale, nous avons beaucoup insisté sur la compatibilité avec les IRM. Le service, veiller à ce qu'il y ait équité dans le service, à savoir comment on obtient le service partout dans la province et garantir que le patient qui a un dispositif et qui vit une difficulté en dehors de son centre puisse avoir droit à un service standardisé, un soutien, où qu'il se trouve dans la province. Et enfin, la surveillance des dispositifs à distance. Bon, il y a des questions de financement. Pour le moment, ce n'est pas financé en Ontario. On espère que la surveillance sera financée à l'avenir, mais même sans financement, la majorité des hôpitaux commencent à accélérer la surveillance à distance. Et on voulait veiller à ce que l'on puisse offrir la surveillance à distance et qu'on puisse aider les hôpitaux qui souhaitent accélérer les programmes, mais aussi permettre aux fournisseurs d'aider les hôpitaux qui n'avaient pas ce genre de capacité. Et enfin, les solutions à valeur ajoutée, bon, on en a parlé, il s'agissait de permettre aux fournisseurs de comprendre quels étaient les grands problèmes et de trouver des propositions qui pouvaient prendre les formes suivantes, c'est-à-dire garantie additionnelle, structure de partage de risques, programmes et services et autres technologies. Donc, il y avait 10 énoncés de défis dans l'appel d'offres. Ce sont les grands domaines qui touchaient tout le secteur. Et dans l'appel d'offres, nous avons expliqué ces défis dans le détail et demandé aux fournisseurs d'expliquer comment ils travailleraient avec les hôpitaux et avec la province pour tâcher de trouver une solution à ces défis. Pour conclure, bien que l'appel d'offres soit toujours ouvert, que les hôpitaux soient toujours dans le processus d'évaluation, il y a quand même des améliorations tangibles issues de notre projet dont nous sommes fiers. Et la première, du point de vue du patient, est certainement le fait que nous avons entendu les patients et que nous avons maintenant une utilisation uniforme des dispositifs compatibles avec l'IRM. Du point de vue de la garantie des dispositifs et des services, maintenant, ce contrat n'est plus entre l'hôpital et le fournisseur, mais plutôt avec le patient. Donc, davantage axé sur la relation avec le patient. Donc, si le patient éprouve une difficulté avec son dispositif, on veut standardiser les soins pour le patient où qu'il se trouve, même si c'est loin du centre qui a d'abord implanté le dispositif. Pour l'hôpital, on voulait soutenir l'activation de la surveillance à distance. Maintenant, les établissements hospitaliers savent quels sont les coûts, comment accélérer ce soutien, et ainsi de suite. Et donc, on a pu expliquer aux hôpitaux quels seraient les coûts totaux grâce à des registres formels, etc. Donc, ils savent précisément combien coûte ce genre de soutien tout au long de la vie du patient. Du point de vue systémique, on a pu aussi garantir que la technologie d'interrogation physique du fournisseur existe dans tous les sites d'implantation. Par exemple, si un patient se présente dans un hôpital qui n'est pas le site d'implantation, que l'on puisse le traiter plutôt que de le renvoyer éventuellement en ambulance vers le centre pour que le système soit interrogé à savoir quelles sont les défaillances. Donc, il était très important que les patients puissent être pris en charge où qu'ils se trouvent.
Les fournisseurs ont réagi aux 10 énoncés de problème, on vient de l'expliquer. Et du point de vue du fournisseur, les 5 fournisseurs qualifiés vont sans doute retenir une bonne part du marché et on leur a aussi donné l'occasion de faire partie de l'épisode de soins. Alors sur ce, je prendrai vos questions. Maintenant, je ne vous dis pas que cette approche était idéale. Or, nous estimons que c'était une approche raisonnée, axée sur le partenariat, qui a sans doute permis d'améliorer la situation en Ontario. Jennifer Zellmer, merci Dave. J'apprécie beaucoup ce survol. Je sais que c'est une initiative qui est toujours en cours. On a quand même quelques questions et un petit rappel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir. Alors, la première question, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les moyens par lesquels vous avez fait la transition du travail que vous faisiez dans les groupes de discussion et dans les entretiens avec des patients individuels vers les énoncés de défis ou les autres exigences de l'appel d'offres? Dove Klein. Eh bien, nous avions un groupe de travail provincial où tous les médecins représentants du ministère étaient invités. Et donc, on leur présentait les renseignements, on réunissait toutes les exigences des divers hôpitaux et on disait, bon, voici ce que vous demandez, voici ce que disent les patients, voici ce que demandent les cliniciens, comment les équilibrer, comment assurer leur adéquation. Et évidemment, il y a des compromis. Mais au final, 12 centres ont pris une décision consensuelle. Et chaque question qu'on posait était toujours axée sur un besoin central pour le patient. Et il a fallu des mois, histoire d'être honnête. Jennifer Zellmer, eh bien, ça nous permet justement de passer à la prochaine observation parce que c'est un processus assez nouveau. Et donc, il y a d'autres domaines comme les soins critiques, soins de fin de vie, qui peuvent être de bons candidats pour une méthode davantage axée sur les résultats. Donc, selon vos leçons, est-ce que vous envisagez d'autres possibilités? Quels sont les moyens par lesquels vous pourriez vous projeter dans l'avenir, que ce soit dans la province ou même à l'échelle internationale, s'il n'y aurait pas moyen d'avoir une participation plus active des patients partenaires? Dove Klein, eh bien, il y a énormément de possibilités. Il y a toutes sortes de défis également. Au final, lorsqu'on pense aux patients en dehors de l'hôpital, et d'ailleurs, soyons clairs, en Ontario, les hôpitaux sont financés exclusivement sur le patient présent dans ces 4 murs. Donc, c'est très difficile pour un hôpital d'investir dans le patient au-delà des soins dispensés directement dans l'hôpital, ce qui rend le problème beaucoup plus criant. Et les hôpitaux ont beaucoup de mal à investir dans ce genre de projet, tandis que les résultats sont sentis ailleurs dans le système. Alors, il s'agit pour nous de financer les épisodes de soins dans le cheminement complet du patient et non pas l'attacher à un centre en particulier. On pourrait donc, avec ce genre de système, financer toutes sortes de choses. Par exemple, pensez à la MPOC ou aux problèmes cardiaques. Le fait que le patient doive se rendre à l'hôpital, c'est un échec du système. Et pourtant, c'est là que commence notre modèle de financement, c'est-à-dire qu'une fois le patient arrivé à l'hôpital, votre hôpital reçoit du financement. Donc, aucune technologie de suivi, aucune technologie de surveillance, aucune technologie de prévention. Donc, dans le cas des maladies chroniques, on estime qu'une méthode axée sur les résultats serait de loin préférable. Jennifer Zellmer, merci Dave. Je suis très heureuse de voir toutes les questions qui nous viennent. J'essaie de les prendre dans l'ordre où nous les recevons. Il y a une autre question pour vous, Dave, et ensuite quelques questions générales qu'on gardera peut-être pour la période de questions à la toute fin. Alors, pouvez-vous nous rappeler
Combien de patients sont inclus dans les entretiens qualitatifs et les autres processus pour obtenir leur point de vue? Dove Klein. Bon, pour les 12 centres, on avait moins de patients que ce qu'on pensait. Un des défis qu'on avait sur le plan du recrutement des patients, c'est que un grand nombre de registres de patients, ce sont des patients qui veulent participer, mais bon, on peut savoir qu'ils ont la MPOC ou l'insuffisance cardiaque, mais on ne peut pas forcément savoir s'ils ont un dispositif. Donc, on n'a pas pu se servir des registres ou des autres systèmes de données similaires. Donc, on a fait venir 10 patients pour les entretiens d'1 heure. Pas ce qu'on aurait espéré sur le plan de l'échantillon, mais on a demandé à nos chercheurs qualitatifs de Core Health et de CanNet de garantir qu'on ait l'information qu'il nous fallait pour informer notre démarche. On a aussi consulté les infirmières, les médecins, les hôpitaux qui pouvaient valider les préoccupations exprimées par les patients et aussi parler de leur expérience. Mais très certainement, si on devait le faire, on tâcherait d'avoir un échantillon plus vaste. Jennifer Zelmer. Merci, Dave. Alors, on va garder les questions plus générales pour la période de questions qui suivra. Avant de ce faire, je voulais vous présenter une autre ressource et avoir votre rétroaction là-dessus aussi. Alors, une des questions qui a été soulevée depuis le début de nos travaux avec des partenaires de partout au pays, ils ont dit, bon, je m'intéresse au SSAV, je comprends le potentiel, mais par où commencer? Et si j'envisage quelques possibilités, comment évaluer le degré de préparation de mon organisation et les risques d'une initiative? Donc, nous avons réuni un groupe, des gens de partout au pays, dont Neil et Dave, et bien d'autres personnes d'ailleurs. Et pendant l'été, nous leur avons demandé, selon leur expérience, quelles sont les caractéristiques principales qui doivent être prises en compte pour évaluer la possibilité d'avancer. Et les quatre critères principaux étaient des indicateurs ou des mesures significatives qui étaient déjà testées, harmonisées. Pas forcément que ces mesures devaient être parfaites, mais elles devaient être adaptées au processus, à l'intervention en question. Deuxièmement, ces mesures devaient avoir des données sur les coûts et les résultats. Donc, c'est beaucoup plus facile lorsque les données existent, s'il y a un mécanisme existant qui permet de faire la collecte des données, mais également pour comprendre plus généralement, si ces données n'existaient pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir ces données et les recueillir à un niveau qui soit conforme à la portée de l'initiative. Troisièmement, une portée clairement définie. Alors, une cible claire pour le travail, quel patient, quel résultat, à qui s'adressera-t-on pour des choses comme le travail expliqué par Dove, c'est-à-dire des entretiens avec les patients, par exemple, et également reconnaître qu'il faudrait peut-être envisager le timing, c'est-à-dire que dans le cas d'une maladie chronique, vous avez peut-être des gens qui font partie d'un groupe pendant une longue période. Dans d'autres cas, vous avez peut-être des gens qui entrent ou sortent d'un groupe de population. Par exemple, on peut penser à des gens qui vivent dans une zone géographique en particulier. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, l'effet important, c'est-à-dire des leçons apprises parfois à la dure par les gens qui ont été les premiers, c'est-à-dire comprendre la probabilité que l'on puisse influencer la valeur, tant pour la personne que pour le système. Donc, l'impact que vous pouvez avoir. En plus de ces 4 facteurs importants, il y avait d'autres facteurs identifiés qui permettraient de mieux comprendre le potentiel de ce genre d'initiative, le leadership clinique, la capacité d'affecter les ressources à un défi, la perméabilité entre les silos, c'est un autre moyen de dire si les gens reçoivent des soins dans plus d'une zone géographique ou dans plus d'un domaine clinique, peut-on les réunir, déplacer les ressources aux besoins? Une politique et structure de soutien,
favorable, non seulement du point de vue financier, mais on a eu aussi un exemple de communauté de patients existantes qui pourraient être plus faciles de consulter afin de comprendre les résultats les plus importants pour eux, des modèles de paiement harmonisés, reconnaissant qu'il s'agit d'un domaine assez nouveau et donc reconnaître la capacité, les compétences en matière de services de santé axés sur la valeur, les solutions éprouvées également. Donc, est-ce que vous espérez que quelqu'un puisse résoudre un problème ou alors est-ce que vous savez qu'il existe une solution éprouvée? Et enfin, dernier mais non le moindre, le temps nécessaire pour réaliser cette valeur. Donc, des approches qui pourraient être pertinentes dans le contexte qui serait par exemple préventif. Donc, vous attendez à ce que les choses changent dans 20-25 ans, par opposition à quelque chose qui pourrait avoir un résultat beaucoup plus immédiat. Alors, c'était pour vous donner une idée des choses qui avaient été soulevées pendant cet exercice que nous avons réalisé cet été. Donc, nous aimerions avoir vos perspectives. Alors, saisissez vos réponses dans la boîte de dialogue si nous avons raté certains des facteurs importants. Alors, nous vous invitons à ajouter vos observations sur les choses que vous pouvez peut-être estimer importantes du point de vue des services de santé axés sur la valeur. Nous avons un sondage très, très rapide à vous poser. Donc, dans quelle mesure ces facteurs correspondent-ils aux facteurs de succès des initiatives SSAV selon votre expérience, soit parce que vous avez entamé ce genre d'initiative ou alors parce que vous avez observé les initiatives d'autres groupes, d'autres personnes? Comment cela s'imbrique-t-il dans votre perspective? Et si cela ne s'imbrique pas très bien dans votre perspective, nous aimerions savoir ce qui manque ou ce qui est présent qui, en fait, n'a pas la valeur escomptée en ce qui vous concerne. Donc, ça n'a pas importé dans votre expérience. Alors, vous pouvez saisir tout de beaucoup, modérément, un peu, un tout petit peu ou pas du tout. Nous avons des résultats précoces, donc il semble que ces facteurs sont évocateurs pour vous, mais je vous invite à continuer de contribuer dans la boîte des dialogues. D'autres choses qui sont peut-être absentes de notre liste. C'est un exercice permanent pour nous. On a l'intention de se servir des critères qu'on identifiera ici comme point de départ pour un outil d'évaluation. Alors, une dernière question, saisie dans la boîte de dialogue. Une question qu'on posera à Dave. La langue et la culture ont-ils été envisagés dans les exemples que vous avez abordés? Alors, je vous donne la possibilité de répondre directement et ensuite nous aurons une conversation plus générale à ce propos. Eh bien, nous avons tâché d'avoir suffisamment de diversité du côté linguistique, mais comme vous le savez, nous avions un tout petit échantillon, 10 personnes. Cela dit, dans nos entretiens, on a parlé de l'impact de l'installation du dispositif sur le patient. Sur le plan culturel, c'est quand même quelque chose auquel on s'attacherait davantage à l'avenir si on devait recommencer. Jennifer Salmer, merci Dave. Et ensuite, quelques autres observations, tandis qu'on conclut. Première intervention, Neil n'a eu le temps de présenter que quelques-unes des diapositives de son exposé complet. Donc, si ça vous intéresse, on a un lien dans la boîte de dialogue qui comprend plus de diapositives de Neil Fraser ainsi que quelques extraits de son cybercarnet, son blog. Nous allons aussi faire un compte-rendu de ce webinaire dans les jours à venir, donc vous aurez accès à nos documents. Et il y a aussi une question, quelques questions qui nous provenaient par rapport au renseignement que j'ai présenté moi-même, c'est-à-dire, est-ce que cette information existe quelque part? Oui. Il y a un résumé de la journée de conception qui était à la base des critères qui est disponible sur le lien partagé par Bill Carver un peu plus tôt, qui comprend aussi d'autres ressources associées à ce travail de la Fondation. Nous allons aussi partager, nous sommes en mode mise à l'essai, mais nous allons partager également l'outil d'auto-évaluation qui en ressortira. Il y a eu quelques observations aussi par rapport aux critères.
Quels sont les fondements derrière les valeurs du patient? Eh bien, l'objectif d'avoir des mesures significatives, c'est d'avoir des mesures significatives qui sont conformes à ce qui importe pour le patient du point de vue de son expérience. Donc, on devrait sans doute faire un meilleur travail de description de l'expérience du patient et de la manière par laquelle ceci a influé sur les valeurs. Alors, on m'envoie le signal que nous avons épuisé le temps qui nous était imparti. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, nous allons faire un suivi suite à ce webinaire et partager les questions et réponses ainsi que les documents de ce webinaire qui vous seront envoyés d'ici 2 jours. Vous savez où nous trouver. Vous avez reçu des courriels vous rappelant que ce webinaire aurait lieu. Donc, s'il y a d'autres moyens par lesquels vous souhaitez interagir avec nous, n'hésitez pas. Et donc, je conclus en vous remerciant tous, remerciant surtout Neil et Dal pour leur excellent exposé, d'avoir accepté de partager leur expérience aujourd'hui, et à vous tous d'avoir participé à ce processus pour vos excellentes questions, votre rétroaction, vos réflexions. Nous nous réjouissons de continuer de travailler avec vous, entre autres, lors de notre prochain webinaire dans 1 mois, vendredi le 15 mars prochain. Et donc, pendant ce webinaire, nous mettrons en exergue certains des travaux innovants du Québec et du Nouveau-Brunswick en matière de SSAB. J'espère que vous serez des nôtres. Sur ce, au revoir, et pour ceux d'entre vous qui amorcez votre week-end, passez un excellent week-end. Merci beaucoup. La téléphoniste, ceci conclut l'appel d'aujourd'hui. Merci de votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher.